Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov aujourd'hui est en face-à-face avec Eudes Beaufreton, qui est délégué général de Contribuables Associés. Et justement, Contribuables Associés présente cette étude d'aide publique, une bombe à retardement pour les Français. Alors effectivement, la dette, vous avez marqué qu'on parle toujours de la dette, mais pour dire, écoutez, mais oui, mais enfin, c'est pas grave tout ça, hein. Un État ne fait pas faillite, et puis la planche à billets, c'est bien, et surtout en ce moment avec le Covid, il faut aider tout le monde, et c'est vrai qu'il faut aider tout le monde, les petits commerçants, les artisans, il faut aider absolument, et puis tous les gens qui sont vraiment dans une espèce de mouise, pour parler vulgairement, mais qui est là, qui ne s'en sortent pas. Alors effectivement, eh bien, voilà, chômage partiel, payé par l'État, un certain nombre de jours payés par l'État, et la dette, eh ben, elle augmente. Et alors justement, Eudes Beaufreton, Contribuables Associés, sort d'aide publique, une bombe à retardement pour les Français. Alors Eudes Beaufreton, je pose, est-ce que c'est vraiment une bombe, ou est-ce que ce n'est pas pour nous, État, allez, quelque part, je vais peut-être un peu loin, un pétard mouillé? Bonjour, tout d'abord, c'est une véritable bombe en réalité, parce que la dette, ce n'est pas celle de l'État. C'est ce que les politiques nous font croire, les administrations nous font croire, mais la dette, c'est celle des Français en réalité, quoi. Et donc il faut savoir que l'État ne possède rien et que quand l'État emprunte, il emprunte en réalité au nom des Français. Et donc, il faudrait aller jusqu'au bout de la phrase pour que chacun prenne bien conscience que cette dette, elle appartient à chacun de nous finalement, et que lorsqu'un emprunt est contracté, ce sont les Français qui sont endettés. Alors pourquoi c'est une bombe à retardement? Parce qu'en réalité, ce sont les générations futures, on le voit bien. Nous aujourd'hui, on n'est pas... Alors si, on est en train de rembourser quand même les intérêts de la dette et le capital de ce qui a été emprunté dans les années précédentes, parce que je voudrais quand même rappeler que l'État vote des budgets en déficit depuis 1974. Oui, dernier budget à l'équilibre, 1974, c'est exact. 46 ans de déficit. Et donc, c'est pas un déficit conjoncturel, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Covid, où effectivement il faut faire un effort supplémentaire, il y a besoin d'un coup de main, etc. Le problème, c'est que la France était déjà surendettée avant. Et ça, c'est un déficit structurel. Alors, Eudes Beaufreton, pour mettre les choses, pour tracer le tableau, on est à combien aujourd'hui la dette publique France? C'est combien? La dette publique, elle va s'établir à 2500 milliards. Alors, elle va monter, là aujourd'hui elle a 2500 milliards, plus le déficit budgétaire 2020, qui va être autour de 227 milliards si on s'en tient au projet de loi de finances. Et donc on va arriver grosso modo en 2021 à 2800 milliards d'euros de dette, ce qui représente, puisque je disais que la dette en fait elle appartenait aux Français, eh bien ça fera à peu près 40 000 euros par Français, et donc chacun des auditeurs qui nous écoutent, sans le savoir, ont 40 000 euros de dette sur la tête. Et donc c'est combien par rapport au produit intérieur brut, par rapport au PIB? Ça va faire 120%. 120%. C'est-à-dire que plus que la richesse nationale créée en une année, et donc c'est extrêmement dangereux en réalité, parce que, il va falloir la rembourser. Moi, je trouve ça scandaleux d'entendre des politiques qui disent qu'on ne la remboursera pas. D'ailleurs... Oui, parce que beaucoup le disent. Bien sûr. Mais en réalité, c'est comme pour un ménage. Est-ce que le banquier nous prêterait de l'argent s'il savait et si on disait qu'on n'allait pas le rembourser? Oui, mais alors, attention, objection, votre honneur, c'est que là, on a affaire à la Banque Centrale Européenne. Et aujourd'hui, au taux d'intérêt négatif. Je voudrais vous faire réagir là-dessus. Je dis oui, mais attendez, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt négatifs, j'emprunte 100 000, je vais recevoir 125 000 ou 120 000. Pas moi particulier, bien sûr, on ne me le fera pas. Mais la Banque Centrale Européenne, tant qu'elle tient, est-ce que franchement, ça ne peut pas durer, en tout cas, pas mal de temps? Vous avez employé le mot, elle tient, et en fait, elle nous tient, parce qu'en réalité, on perd notre souveraineté, parce que dès lors que on nous prête de l'argent et que c'est la Banque Centrale Européenne qui fait tourner la planche à billets, en réalité, elle tient l'économie, et que le jour où la Banque Centrale Européenne tombe, les économies tomberont également. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs presque le plus inquiétant dans tout ce qui se passe, y compris avec le Covid, faut pas oublier quand même que tout notre système et l'État-providence qu'on a est financé. Lui met des bâtons dans les roues. Alors, effectivement, il y a des mesures, il y a plein de choses, etc. Mais il y en a d'autres, il y a quand même des incohérences totales. Moi, j'étais dans une grande surface ce week-end, et donc, le rayon livre est fermé.
Et on en en parlait face, avec Alexandre Jardin. Et en face, on peut acheter des chaussettes. Alors pourquoi des chaussettes et pas des livres? Enfin, je veux dire, c'est incohérent. On peut pas acheter des fleurs chez le fleuriste, mais on peut aller chez des grandes surfaces, des jardineries, où on peut acheter les mêmes plantes. Enfin, il y a des incohérences complètes. Et à force de mettre des bâtons dans les roues dans l'économie, l'économie du secteur privé. Privé, finalement, qui finance le secteur public, eh bien, on se met des balles dans le pied. Et en France, on a ce don, en réalité, de cocher toutes les mauvaises cases systématiquement. Oui, et ça a continué avec le Covid de façon encore plus forte. Mais dites-moi, justement, je lisais en lisant votre rapport, qui est très passionnant, que je recommande. Vous dites ceci, vous dites que la crise du Covid aggrave fortement le cas des pays déjà endettés. C'est notre cas, nous, c'est ça? C'est complètement notre cas. Pour la simple et bonne raison, vous savez, cet été, on a entendu parler des frugaux, qui sont les pays du Nord, qui sont plutôt vertueux, donc qui sont plutôt des gens ou des économies responsables. Alors, il y a l'Autriche, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, et puis il y a les pays du Sud. Les pays du Sud, c'est la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Et aujourd'hui, la France est avec les pays du Sud, c'est-à-dire que on est au même niveau. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la France est vice-championne des pays européens en termes d'endettement. On est juste derrière l'Italie. Le deuxième pays européen. On est le deuxième pays européen le plus endetté, et on est plus endetté par habitant aujourd'hui que la Grèce. Ah oui. Et bien sûr, on est plus. La Grèce aujourd'hui a 31 000 euros par tête d'habitant de dette. La France, on était à 35 000 avant le Covid et on va terminer à 40 000 là dans les mois qui viennent. C'est dire en réalité le danger. Et on est en fait, si on était La Fontaine, c'est les cigales et les fourmis. Ah, complètement. Et d'ailleurs, vous avez entendu que la Hongrie et la Pologne refusaient de voter le budget pour la simple et bonne raison que, puisqu'on était déjà en situation de surendettement, les marchés financiers, à un moment donné, ça leur fait peur. Et donc, comme on n'a pas réussi finalement à emprunter pour toutes les mesures, et c'est vrai que c'est quand même une exception française d'avoir maintenu les salaires à ce niveau-là, d'avoir pris un certain nombre de mesures, les marchés financiers ont voulu des engagements. Et donc, pour avoir des engagements, Emmanuel Macron est allé négocier finalement avec les pays du Nord pour mutualiser la dette, ce qui est une première, alors que c'est interdit d'ailleurs par... Oui, mais enfin, pour nous, c'est pas une mauvaise chose qu'il ait pu mutualiser la dette. Sauf qu'il va falloir qu'on la rembourse. Il va falloir qu'on la rembourse. Et ce qui s'est passé, c'est que pour négocier avec la Pologne et la Hongrie à l'époque, qui étaient contre justement cette espèce de... Et il y a les règles de l'unanimité. Exactement. Et qui sont des pays qui disent, nous on fait des efforts et on ne comprend pas pourquoi vous ne faites pas d'efforts, ou en tous les cas vous avez les moyens d'une politique sociale, vous avez une politique sociale très forte, mais c'est pas nous qui allons payer pour votre politique sociale. Et c'est le message des pays du Nord. Et donc ces frugaux-là aujourd'hui disent, nous on veut pas payer pour votre dette. Est-ce que nous, Français, est-ce qu'on aurait envie de payer pour la Grèce, par exemple, en 2008, quand c'était le cas? La réponse est non. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, ça a été de réussir à mutualiser cette dette. Et il ne faut pas se voiler la face. Derrière la mutualisation de la dette, ce sera probablement le premier impôt européen, parce qu'il va falloir rembourser cette dette. Et je pense que, en fait, c'est le cheval de Troie pour à la fois renforcer l'Union européenne. Ce que cherche à faire l'Union européenne, c'est à se renforcer pour finalement à tous les Européens, regardez, c'est moi qui vous ai sauvé pendant la crise du Covid. Et en même temps, on sera tenu avec la dette et on devra rembourser un jour à travers cet euro. On sera les otages de cette Union européenne. Complètement. C'est exactement ça. Et la Pologne qui a très bien compris ça et qui malgré tout n'a pas cédé aux sirènes des subventions, parce que la promesse qui a été faite par l'Union européenne, c'est de dire acceptez de signer cet accord et on vous donnera des subventions, donc vous allez être très gagnant. Malgré ça, ils ont fait le choix de la responsabilité et pas de la démagogie. Alors je dis pas qu'il fallait pas s'endetter en France dans cette situation-là telle qu'on la connaît. Le seul problème, c'est qu'on est venu ajouter une dette conjoncturelle, qui est celle du Covid, à une dette structurelle qui correspond aux 46 années de déficit que j'évoquais auparavant. On va en parler avec vous, évidemment, Aude Beaufreton, avec vous, auditeur de Sud Radio. Après les informations, restez avec nous. On est parti, mais ça va aller beaucoup plus loin. Et je vous rappelle seulement votre numéro de téléphone, 0826 300 300, puisque vous avez la parole à partir de 13h. Et vous pouvez justement venir poser des questions sur la dette française à Aude Beaufreton, délégué général de Contribuables Associés, et revenir sur tous les autres sujets. L'Arménie, quel rôle doit jouer la France, et puis l'appel à la résistance lancé par Alexandre Jardin pour les librairies. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un spectre hante le monde, la dette. Alors évidemment, toutes les polices et les gouvernements du monde s'attachent à dire oui, mais tout ça n'est pas grave,
tout ça s'arrangera. Tout le monde n'est pas d'accord et a raison. Contribuables associés, avec son directeur Eudes Pauvreton, ont sorti une brochure que je vous conseille, Dette publique, une bombe à retardement pour les Français. Alors Eudes Pauvreton, on a parlé de cette dette, de ce qu'elle impacte, etc. Oui, mais au fond, pour les Français, les auditeurs de Sud Radio, tout le monde, en quoi ça impacte ? Qu'est-ce qui peut arriver effectivement, concrètement, avec cette dette de, comme vous dites, de 120% du PIB ou de 130% du PIB ? Comme je le disais, chaque Français est endetté aujourd'hui de 40 000 euros. Je dis bien chaque Français, donc c'est pas l'État qui est endetté, c'est chaque Français. Et le mécanisme, il est assez simple en fait, en réalité. C'est que l'État ne possède rien, et donc qui est-ce qui fait que les marchés financiers continuent à nous prêter ? C'est parce que les Français ont un patrimoine. D'un côté, patrimoine immobilier. Qui est important, qui est très important. Oui. Tout à fait, qui est à peu près de 12 000, si mes chiffres sont exacts, un peu plus de 12 000 milliards d'euros. Et donc, 12 trillions d'euros. Ouais, exactement. Et de l'autre côté, on a 2500 milliards de dettes. Donc, inférieur. Donc ça va, oui. Exactement. Sauf que la garantie, finalement, c'est à un moment donné, si l'État ne peut pas rembourser, il va falloir que quelqu'un rembourse. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que via le système bancaire qui est truffé d'obligations d'État, donc les banques ont dans leurs actifs des obligations d'État, eh bien, si l'État fait faillite, eh bien, ces obligations ne seront pas honorées. Et donc, à ce moment-là, les banques pourront prélever directement sur les comptes en banque des Français. De chacun. Son compte en banque, à partir de 100 000 euros. À partir de 100 000 euros, puisque la loi Sapin, l'amendement Sapin qui est passé en 2016, prévoit que les banques qui seraient en situation de faillite, au-delà de 100 000 euros sur les comptes bancaires, peuvent venir prélever chaque euro supplémentaire. Donc, en dessous de 100 000 euros, pas de risque. Au-dessus de 100 000 euros, ça peut être ponctionné par la banque. Alors, c'est un double intérêt, ça, quand ça a été mis en place. C'était à la fois de rassurer les marchés financiers et de dire, regardez, vous pouvez continuer à nous prêter. On a pris les bonnes dispositions. Ça s'appelle une garantie. Et tous les ménages qui ont emprunté savent de quoi je parle. C'est que la banque, quand elle prête, elle veut être sûre en même temps qu'elle a un droit de se rembourser si nécessaire. Soit sur la pierre, soit sur autre chose, Exactement. Donc, ça, c'est 100 000 euros, mais pas plus par banque, eh bien, les détenteurs d'avoirs supérieurs à cette somme-là, logiquement, vont répartir sur plusieurs banques. Et ce qui empêcherait finalement le système bancaire de tomber, puisque du coup, il y aurait une répartition. Un peu partout. Exactement. Et on éviterait d'être comme en 2008 aux États-Unis avec too big to fail, c'est-à-dire qu'on serait trop gros pour tomber. Eh bien là, ce sera réparti sur toutes les différentes banques. Mais n'en demeure pas moins que c'est une possibilité qu'aujourd'hui, les banques, alors de manière indirecte, mais prélèvent parce qu'elles seront en situation délicate à cause de l'État qui ne pourrait pas rembourser. Vous avez dit à un moment donné, si l'État fait faillite. Mais l'État ne peut pas faire faillite. Comment l'État ? Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un État qui fait faillite ? Si aujourd'hui, par exemple, les marchés financiers ne nous prêtent plus, parce qu'il faut quand même savoir que au-delà de 107 jours par an, tout le reste, on emprunte le budget, c'est-à-dire que l'État ne peut pas payer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le déficit, c'est-à-dire qu'il y a 107 jours par an qui ne sont pas financés avec les recettes, et donc pour lesquels il faut emprunter. 107 jours par an, c'est-à-dire que pratiquement presque la moitié, pas loin de la moitié de l'année. Exactement. Eh bien, cet emprunt-là, si il nous était pas concédé par des créanciers, eh bien, on ne pourrait pas payer les infirmiers, les infirmières, le secteur l'éducation, les allocations, etc., etc. Donc le système pourrait se gripper finalement beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. C'est bien la raison pour laquelle d'ailleurs, d'un point de vue européen, il y a eu cette volonté dans cette crise conjoncturelle d'avoir des pays qui viennent au secours des pays les plus faibles. Je voudrais quand même dire que la France n'est pas moteur, on fait partie des pays les plus faibles. On est le talon d'Achille de l'Europe aujourd'hui, quoi. Quand hier on regardait la Grèce, l'Italie, l'Espagne, en se disant nous, un peu en chantant, nous on n'est pas les gens de rien, on n'est pas les sans-dents. Exactement. Bien sûr que oui, en fait, en réalité on l'est, quoi. Le tour de passe-passe, c'est de jamais le montrer et de continuer à vivre à crédit, parce que la réalité, c'est que la France vit à crédit. Et moi, ce que j'aurais aimé voir, pendant la crise là du Covid, c'est un plan de réforme.
parce que le plan de relance c'est bien, mais d'abord il tombe quand même au mauvais moment. D'ailleurs, on ne sait pas bien ce que ça va financer. Il y a peut-être des priorités, etc., les 100 milliards, et on voit bien à quel point c'est inutile puisqu'il y a une deuxième vague. Donc, je veux dire, les mesures prises ne seront pas les bonnes après la deuxième vague. Mais ce qui aurait été vraiment intéressant, c'est que l'État et les collectivités lancent un plan de réforme en réalité. Où est-ce qu'on peut faire des économies? Où est-ce qu'il y a des doublons de compétences? Est-ce qu'il n'y a pas trop de fonctionnaires ici, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses utiles? Est-ce qu'on a besoin de fleurir encore les ronds-points au moment où on n'a pas de lits dans les hôpitaux? Il y a quand même des choix en termes de gestion publique. Et aujourd'hui, moi, tout ce que j'observe, c'est que les collectivités et l'État n'ont pas fait un centime d'économie sur leur budget, mais qu'à côté de ça... Ni collectivité, ni État. Ni collectivité, ni État. Et qu'à côté de ça, ils demandent un peu plus de dettes, justifiées par le fait qu'ils vont sauver des vies avec ça. Et un peu plus d'impôts, probablement, malgré que nous soyons les recordmen absolus des prélèvements obligatoires en Europe. Tout à fait. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'aimerais quand même dire aujourd'hui, et je m'adresse à Bruno Le Maire, quand il explique qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, certes, mais il y a des augmentations de taxes. Et à la fin, que ce soit un impôt ou une taxe, c'est une contribution. Alors les deux dernières qu'on peut avoir en tête de taxes, c'est celle qui a été votée vendredi soir, qui est la taxe sur le poids des véhicules. Et elle est passée à 23h à l'Assemblée nationale vendredi soir en douce. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et donc c'est une augmentation de taxes qui va se répercuter sur les contribuables. Et puis la taxe sur les complémentaires santé, dont Bruno Le Maire nous dira que ce sont les complémentaires qui sont taxés, mais pas les particuliers. Sauf que les complémentaires, très logiquement, vont le répercuter dans le prix sur les particuliers. Donc quand même, au moment où on nous dit qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, c'est de la sémantique, parce qu'en réalité, il y a des augmentations de taxes. Et qu'à la finale, c'est une contribution pour le contribuable. Alors, à propos de contribution, vous avez lancé une pétition vous-même, enfin, le contribuable associé, pour... Alors, expliquez-nous ça, parce que c'est intéressant, pour faire payer aux hauts fonctionnaires, quand même, enfin, en tout cas, une participation à la solidarité après, avec le Covid-19. Alors, tout à fait, on a lancé une pétition. Alors, c'est pas tout à fait le terme de les faire payer, même si c'est les faire participer finalement à l'effort national. Parce que dans la fonction publique, il y a 6 millions de fonctionnaires, grosso modo, aujourd'hui en France. Qu'au moment où l'économie a un genou à terre, et qu'il faut quand même pas oublier que tout le système public est financé par l'économie. Quand on est artisan, commerçant aujourd'hui, qu'on peut pas travailler, qu'on peut plus travailler, et qu'on continue à payer des impôts, on continue à payer tout ce système-là, dont des fonctionnaires, et il y en a beaucoup qui travaillent. Attention, oui, parce que attention, il y a 6 millions de fonctionnaires qui ne sont pas ni riches ni aisés. Tout à fait. Et on fait pas. D'ailleurs, on ne fait pas d'amalgame. La proposition de contribuable associé, c'était de dire que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires qui gagnait plus de 5 500 € par mois de traitement. Et il nous semblait que par rapport au revenu moyen d'un artisan commerçant, surtout en situation de crise, il y avait quand même une forme de privilège. Bien sûr. D'abord parce donc que tous ceux qui gagnent plus de 5 500. Tout à fait. D'abord dans le montant, et puis il ne faut pas oublier que leur traitement est garanti. Bien sûr. Sur la durée de leur vie professionnelle. Bien sûr. Donc c'est quand même une sacrée sécurité. Les rentiers aujourd'hui, c'est moins dans le capital finalement que dans la fonction publique et dans la haute fonction publique. Les retraites sont garanties, payées par le secteur privé qui a un genou à terre. Il nous semblait donc que pour ces hauts revenus, et 5 500 c'est le plancher, il y a quand même des très hauts revenus dans la fonction publique. Il y a des traitements qui sont... Il y a des 15 000 € par mois, des 10 000 € par mois, etc. Et bien sûr, et il y en a quand même un sacré paquet en fait, en réalité, quand on va chercher. Donc vous demandez quoi alors? On demande finalement que ces hauts fonctionnaires se délestent ou participent ou soient solidaires à hauteur de 16% de leur traitement, et qu'ils reversent cette participation-là au fonds de solidarité des artisans, commerçants, professions libérales qui souffrent en ce moment et qui ne peuvent pas s'assumer. Elle est lancée, cette pétition ? Elle est lancée, elle est sur le site de touscontribuables.org. Elle a réuni déjà plus de 40 000 signatures en quelques semaines. Donc c'est un vrai succès d'estime. Touscontribuables.org. Exactement. Et donc on a vu qu'il y a des chefs d'entreprise, effectivement, qui ont réduit leur rémunération. Je veux dire, et il y a des patrons du CAC 40 qui l'ont fait aussi. Il y a des exemples étrangers. On a vu des ministres qui ont fait l'impasse sur des indemnités, etc., dans certains pays. Et donc on ne voit pas pourquoi en France, alors que, je le redis encore une fois, ces traitements sont financés par le secteur privé, qu'on a vraiment besoin de sauver l'économie. Et d'ailleurs, c'est du bon sens, parce que pour que cette mécanique continue à tourner, eh bien, on a besoin que l'économie tourne. Si on n'aide pas l'économie, ce système-là ne pourra pas fonctionner. Comme a dit quelqu'un, si on ne produit pas, on ne peut pas redistribuer.
Et comme dit le proverbe marin, une main pour le bateau, une main pour soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut ôter le bateau pour soi-même continuer à exister. Et je pense que c'est ce que... Alors, nous, on a fait cet appel. Je vais être très honnête, on aurait préféré que spontanément, au moment où il y a cette crise du Covid, où on a entendu quand même plein d'élan de solidarité à travers toute la France, ce soit un élan spontané. Et je pense qu'au-delà de 5 500 € par mois, vraiment, je pense que ça, 16%, c'est quand même pas énorme et que ça aiderait la France. Et je pense que quand on défend la République, eh bien, moi, j'en appelle aux valeurs patriotiques, effectivement, de la haute fonction publique dans ce cas-là. Et si ça a du sens, c'est maintenant qu'il faut le faire. En tout cas, cet appel est répercuté et auditeurs de Sud Radio et puis tous les autres, enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Mais juste un mot quand même, si on a le temps. Il y a aussi ces dommages collatéraux et ces effets pervers. Je voudrais parler, on en a parlé hier de Carrefour. Vous voyez, on met tout le monde au chômage partiel. Est-ce que franchement, dans le privé, parce que c'est pas blanc et noir, et vous le savez vous-même, hein, oui. Il y a un peu partout. Est-ce que quand même on voit que Carrefour met au chômage partiel 90 000 de ses 110 000 employés, et que c'est nous qui payons, hein, ça c'est aussi, c'est pas l'État, enfin mais l'État le fait, mais l'État c'est nous en l'occurrence, et que en même temps ils distribuent des milliards à leurs actionnaires. Moi je veux bien, et des dividendes. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas là un petit problème quand même de Beaufreton? Complètement, parce que d'abord c'est quand même de l'argent public, donc c'est vrai que le fait de mettre des salariés au chômage partiel, alors il y a probablement une bonne raison de le faire aussi. C'est vrai que de l'autre côté, l'État réglemente, et j'imagine bien que le manque à gagner... des deux côtés, ils ont fait des chômages partiels. Exactement, le manque à gagner dû au fait qu'il y a un certain nombre de produits non essentiels qui puissent plus être vendus, c'est aussi probablement un argument. Sauf qu'à un moment donné, c'est une histoire de responsabilité, et d'ailleurs le secteur privé, c'est vrai, devrait être tout aussi responsable. Le secteur privé ou les entreprises qui ne dégagent pas de bénéfices, qui a un système d'aide, ça paraît à ce moment-là tout à fait normal. Mais pour les entreprises qui dégagent des bénéfices, c'est vrai que dans cette année qui est très particulière, c'est pas normal, et que dans un système de responsabilité, eh bien effectivement, c'est presque indécent là aussi de ce côté-là. On va demander peut-être au gouvernement de s'occuper des GAFA. On ne sait pas, peut-être. Hein, je veux dire, rêvons un peu. On se retrouve après ceci. Et on demande aux auditeurs aussi ce qu'ils en pensent. 0826 300 300, c'est le numéro pour nous joindre. Allez, à tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Paye des dettes, paye des dettes, une, deux, paye des dettes, mon vieux. Paye des dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye des dettes. Qui avait dit ça? Le prophète Charles Trenet. Hein, paye tes dettes, sans ça, ça n'ira pas. Mais on a bien vu avec Aude Beaufreton que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Clémence? Et oui, vous êtes nombreux justement à réagir à ce sujet, hein, le sujet des dettes. On va donner tout de suite la parole à Marie-Claire qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Votre invité. Bonjour. Donc oui, enfin ce que dit votre invité, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Moi, j'aurais taxé les hauts fonctionnaires, enfin à partir de 5 500, peut-être de 10%, puis au-dessus de 10 000, j'aurais taxé de 15, vous voyez, parce qu'il faut aller progressivement. Maintenant, je pense que quand ce monsieur dit on ne parle pas de réforme, oui, c'est vrai, on ne parle pas de réforme, parce qu'après le Covid, l'État doit se réformer. Et ce qui doit se réformer aussi, c'est ses administrations, ses institutions. Et les hauts fonctionnaires de plus de 65 ans qui sont à la tête, il faut les remplacer, il faut mettre tous les hauts fonctionnaires à la retraite. Parce que on compare à l'Allemagne, on nous compare souvent avec l'Allemagne. Quand les choses sont mieux en Allemagne, on dit qu'il faut faire pareil. Mais l'Allemagne, on ne nous compare pas. L'Allemagne a beaucoup moins de fonctionnaires par tête d'habitant que nous en France. Hein. Voilà. Donc là, on n'en parle jamais. Et puis quand on parle des taxes, comme vous dites, l'État n'anticipe pas, parce que quand on va mettre une taxe sur les propriétaires de voitures au-delà d'un certain poids, moi je parle pas pour moi, j'en ai pas, j'ai une petite voiture, mais je trouve que c'est ridicule. À ce moment-là, pourquoi pas anticiper et taxer les constructeurs qui font des voitures au-delà d'un certain poids? On taxe les constructeurs, comme dit monsieur, on va taxer les mutuelles, mais les mutuelles, leurs taxes évidemment, leur augmentation de taxes, elles vont la répercuter sur les cotisations. Faut arrêter de prendre les Français pour des cons, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et moi je crois qu'en ce moment on abonde, on fait des
crédits, on donne de l'argent, c'est pour un petit peu ralentir le rythme des faillites qu'il va y avoir. Alors est-ce qu'il va faire ça? Est-ce que l'État va faire ça jusqu'en 2022 pour les élections? Mais en attendant, ça peut pas durer. Ou alors est-ce que c'est un test pour voir si les Français peuvent vivre avec un salaire unique ou je sais pas, vous voyez? Mais il n'y a aucune anticipation. Je sais pas ce qu'en pense votre invité, mais on ne doit pas taxer les Français de cette façon hypocrite, voyez-vous, les mutuelles, les voitures. Moi, si un type veut se payer une voiture qui fait un 4x4 ou je sais pas quoi, mais il a le droit, le Français, il bosse pour ça. Il a le droit de s'acheter une voiture. On taxe les constructeurs et puis c'est tout. Parce qu'on voit bien que dans cette affaire, ceux qui vont s'en sortir, c'est encore les gros. Quand vous voyez les supermarchés qui licencient, la famille qui tient au champ et tout, c'est des gens qui ne doivent pas avoir de problème de pouvoir d'achat, voyez-vous. Et il faut que tout le monde participe. D'accord, Marie-Claire. Eudes, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que votre auditrice a tout à fait raison. On vit aujourd'hui dans une espèce de monarchie en réalité, dont finalement le clergé, c'est l'administration et la haute administration. D'ailleurs, on le voit bien. Je veux dire, les élus politiques se succèdent et que finalement, qui est-ce qui a le pouvoir? C'est dans l'administration. Les ministres passent, les présidents passent, l'administration reste. Exactement. Le coût de la bureaucratie, je crois que ça a été évalué à pas loin de 100 milliards d'euros par an, en fait, en réalité, quoi. Donc cette bureaucratie qui sclérose en plus l'économie et paralyse le pays, fait qu'à un moment donné, ça devient insupportable. Ça devient finalement tellement insupportable qu'on se demande si c'est pas une guerre de pouvoir finalement et d'avoir une forme d'autorité à tout point de vue. Alors évidemment, ça se traduit à travers les impôts. On impose les gens. Ça veut dire imposer quelque chose, mais on a aussi une imposition à travers une réglementation d'une manière générale quand même, à travers des mesures. Et on le voit bien aujourd'hui avec les commerçants et les artisans. Et je redisais tout à l'heure, pourquoi certains produits dans certaines conditions et pas dans d'autres. Enfin, ça pose quand même des vraies questions, quoi. Et puis jusqu'à où et jusqu'à quand finalement ils vont décider de nos vies à nous, quoi. Et c'est quand même incroyable ça. C'est qu'on a toute une classe politique, et notamment, et je le dis vraiment parce qu'on voit que la classe politique, mais dedans je mets vraiment l'administration, parce que c'est quand même elle qui pilote la France, la haute administration. Eh bien, elle nous impose, et c'est une manière d'avoir le pouvoir. Et si j'ai bien compris, en 1789, il y a eu soi-disant une abolition des privilèges. Moi, je crois surtout en réalité que les privilèges ont changé de main, mais ils n'ont pas été abolis. Clémence. Merci beaucoup Marie-Claire. On va donner la parole à Romain qui nous appelle de Lozère. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invité. J'ai pas retenu le nom, je suis désolé. Eudes Beaufreton, mais allez-y. Alors, dis-moi, ce qui m'a fait réagir, donc c'est cette taxe solidaire en fait de 16% sur les hauts fonctionnaires. Ouais. Alors certes c'est une bonne idée, mais je veux dire il faut aller plus loin. Plusieurs invités sont venus sur votre plateau avec des livres démontrant que le problème c'est bien évidemment ces hauts fonctionnaires qui bloquent les réformes, qui en plus ont un problème financier pour notre pays, avec des niches fiscales, avec des appartements de fonction, avec des cabinets, avec des enveloppes de fonctionnement. Je veux dire, chaque fois on nous rabat les oreilles à nous dire que ça ne revient pas cher en France et qu'en fin de compte il faudrait faire des réformes pour s'occuper d'autres choses. Mais je pense qu'il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est déjà toutes ces niches fiscales, réduire énormément d'avantages. On ne sait même pas, en fait, quand vous prenez le budget d'une famille française, il y a 2 salaires, ils enlèvent la mutuelle, les assurances, le crédit auto, le crédit voiture, ils arrivent à avoir un budget. Nous, est-ce qu'en France, réellement, les Français savent ce qui rentre dans les caisses de l'État après impôts, après les amendes, après toutes ces taxes et comment on arrive à dépenser plus que ce que l'on a et à faire le large, les grands bras, je veux dire, pour arroser tout le monde, en fin de compte, c'est une bien-pensance. Et on ne sait pas du tout, en fait, réellement, en fin d'année, toutes ces taxes ajoutées, plus les impôts, réellement le budget de l'État qu'on a. Parce qu'on vient toujours avec ces niches fiscales, remplir à droite, remplir à gauche, et on nous dit toujours la dette augmente. Mais la dette augmente, mais moi je suis d'accord, mais à un moment donné... Pourquoi elle augmente et par qui elle augmente? Oui, absolument. Mais c'est ça, mais il y a des gens qui se gavent, mais comme dans tout. Après aussi, je veux dire, bon, moi sur les artisans, je veux bien qu'on leur fasse du bien comme ça, parce que on est en crise. Sauf que tout le monde souffre. Quand le travail
travail sera rémunéré correctement et qu'on pourra vivre du fruit de son travail, et que dans les calculs, on prendra dans les 0,33% que le loyer est effectivement pas à 18% ou à 20% des charges, mais à 20 ou 25% des charges, et qu'on remontera un peu le taux horaire. Moi, ça me dérange pas de baisser les taxes pour les patrons, pour qu'ils soient plus compétitifs, mais il faudrait qu'on puisse avoir un taux horaire décent. Ça fait 15 ans que je suis dans le transport routier, ça fait 15 ans que je suis au SMIC. 15 ans que je suis au SMIC, sans évolution de carrière. Alors Monsieur Sarkozy avec ses heures supplémentaires défiscalisées, mais c'était juste pour faire accepter à un certain nombre de Français. C'est totalement faux. Oui, ça fait 15 ans que vous êtes au même salaire, vous, Romain. Mais totalement, en faisant des 220 heures, 230 heures par mois. Quand je mets mon salaire réel avec les heures supplémentaires en comparaison avec quelqu'un qui est dans la fonction publique à 152 heures, c'est comme si je faisais des heures supplémentaires à 3,50 € net. Parce qu'on a 37 heures supplémentaires à 25% et le reste à 50%. Voilà. Alors, et les gens vont s'imaginer que les routiers gagnent bien leur vie, mais on est obligé de faire des heures supplémentaires. C'est de l'esclavage professionnel. On peut même plus avoir de hobby, on peut même plus voir nos familles. Il y a un problème, et après, à côté de ça, on a des gens qui nous gouvernent, qui sont coupés des réalités avec des 10 000 balles ou 15 000 balles, qui ne payent même pas leur loyer, eux. Et ils viennent faire des leçons de morale à des Français lambda. Et moi je comprends pas, le français est vraiment très bête parce que avec tout ce qui se passe, c'est que tout le monde mange à la gamelle. Non, mais tout le monde ne mange pas la gamelle, mais beaucoup se résignent. La crise des gilets jaunes, elle sort d'où? En fait, c'est M. Sarkozy qui est allé dire aux gens vous allez tous être propriétaires, et en fin de compte, ils sont dans des paliers où ils se retrouvent toujours à payer. Et bien sûr, ça coince après. Mais il y a des gens qui sont cadres sup, et qui eux, en fait, on leur touche rien au porte-monnaie. Donc ils dénigrent en fait ces classes en dessous, le populaire, Romain, le chômeur et la SS ou voilà. Enfin, moi ça me rend fou quoi. Vous avez raison, et c'est vrai que de Beaufreton, ce que dit Romain, on l'entend beaucoup, hein, c'est vrai, beaucoup de gens sont sur ce diapason, et avec raison d'ailleurs. Il y a deux choses, il se dit, bon, on paye des impôts, on paye des choses, où va l'argent? Et puis deuxièmement, c'est vrai, quand on voit Romain, quand on voit ces routiers, quand il donne le nombre d'heures, quand il dit je suis encore au SMIC, ou pratiquement depuis 15 ans, il y a quand même un problème. On se dit, mais c'est pas nouveau, hein, c'est pas le Covid ça. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on en parle dans quelques instants, et un seul numéro, hein, toujours le même, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. André Bercoff, toujours dans tous ses états, avec son invité, Eudes Beaufreton, délégué général de Contribuables Associés, qui nous parle de la dette publique aujourd'hui, une bombe à retardement pour les Français. Et vous nous avez appelé, et justement, je crois que Eudes Beaufreton voulait répondre à Romain. Tout à fait, parce que je voulais compléter son propos, et je comprends tout à fait ce qu'il dit. On ne sait pas aujourd'hui ce qu'on paye avec les impôts. C'est-à-dire qu'on paye un montant. Alors d'abord, il y a des impôts proportionnels, il y a des impôts progressifs. Il y a la TVA. Il y a la TVA. Ça, ouais. Il y a un peu de tout. Il y en a au niveau local. On nous dit qu'on supprime la taxe d'habitation. Oui, mais pas pour tout le monde. Et en même temps, du coup, il y a les taxes foncières qui augmentent parce que il faut bien que les collectivités se rattrapent quelque part quand même. Et qu'à l'arrivée, il y a une illisibilité de l'impôt totale. C'est-à-dire qu'en France, on ne sait pas ce qu'on paye. D'ailleurs, c'est mon sentiment. Je pense que c'est un petit peu volontaire, parce que si les Français savaient ce qu'ils payent à travers leurs impôts, peut-être que en termes de consentement, ce serait un peu plus compliqué. On sait bien que serait intéressant de dire moi je paye pour ça. Exactement. Peut-être qu'ils diraient des choses. Et il demanderait d'ailleurs une évaluation, et il ferait une évaluation de ce qu'ils payent, parce que chacun de nous, quand on va faire nos courses, par exemple, on évalue un produit par rapport à un autre. Tout le monde fait ça. Est-ce que ce n'est pas dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 la quotité de l'impôt? Complètement, la quotité, puis de pouvoir demander à tout agent public finalement ce que l'on paye, et sauf qu'aujourd'hui on ne sait pas quoi, parce que 1789, je rappelle, c'est pas hier. Exactement quoi. Et donc le consentement à l'impôt, et on voit bien que ça a été remis en question. D'ailleurs, monsieur parlait des gilets jaunes, il a tout à fait raison. Je rappelle qu'à cette époque-là, le mouvement des gilets jaunes est né de l'augmentation des taxes sur les carburants, qui représentait en termes de trajectoire entre 2018 et 2022 46 milliards d'euros pour les automobilistes, cette augmentation-là. Ah oui, 46 milliards. Il y a un excellent rapport sénatorial qui l'a calculé. Et donc, sur ces 46 milliards d'euros d'augmentation
pour les automobilistes versés à l'État, eh bien seuls 10 milliards allaient à la transition énergétique, alors qu'on nous expliquait que c'était pour ça en totalité qu'on l'avait fait, pour ça. en totalité, absolument. Et si l'on fait la soustraction, les autres 36 milliards d'euros finalement servaient à éponger les dettes du budget général, et c'était la réalité de ce mouvement-là. Il est bon de le rappeler. Exactement. Toujours. Allez, on retourne au standard, on va changer un peu de sujet, on va donner la parole à un musicien, Hakim, qui nous appelle de Tremblay. Oui, bonjour Hakim. Bonjour André, bonjour monsieur, désolé j'ai pas retenu votre nom, mais bonjour. Votre prénom je le sais. Bonjour. Bonjour. Écoutez, moi ça m'intrigue ce qui se passe là, la culture elle est en train de mourir en France en fait, quoi. Je comprends pas qu'on ferme un libraire, qu'on ferme un disquaire. Moi je suis musicien et je fais pas mal de prestations pour les hôpitaux psychiatriques, et je peux vous dire que la musique est un soin. La musique comme la lecture c'est un soin, c'est l'élévation de l'esprit, c'est très important de s'élever l'esprit. C'est très important. Tout à fait. Parce que justement, moi je pense que le gouvernement a tapé sur ce genre de produits non essentiels comme ils disent, parce qu'un peuple qui sait c'est inquiétant. C'est inquiétant. La lecture, c'est essentiel à la stabilité mentale d'un humain. Tout comme la musique. La musique. Et je vous dis très franchement, je serais écrivain ou n'importe quoi avec beaucoup d'argent, je paierais les amendes de ces gens-là. Mais qui rouvrent tous. Qui rouvrent tous. Et les restaurateurs, c'est pareil. C'est pareil. Moi, j'ai eu aussi beaucoup pour habitude de jouer dans des bars, restaurants. Je joue partout. Je joue partout. Ben, ces gens-là, je vous jure que franchement, je l'ai dit à Xavier Denamur il n'y a pas très longtemps. Rouvre et je joue gratuitement pour toi. Je comprends. Rouvre et je joue gratuitement pour toi. Vous jouez quoi? Vous jouez à qui? Vous êtes quel instrument? Juste. Je suis multi-instrumentiste, mon monsieur. Je suis batteur, comme bassiste, comme guitariste, comme clavier. D'accord. Non, mais c'est vrai ce que vous dites sur la musique, c'est vrai ce que vous dites sur la culture, c'est fondamental. Alors, c'est vrai qu'il faut séparer, pardon de le dire, c'est-à-dire, moi je crois qu'il y a des manières d'ouvrir où on ferait effectivement attention, on est obligé de faire attention, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, le Covid, tout ça, mais c'est vrai, non, je sais. Mais c'est vrai que je vois pas pourquoi pour les musiciens ne pourraient pas jouer, par exemple, dans un endroit où on garderait les masques, etc. Mais les oreilles, on entend, on voit, etc. Vous savez, moi j'ai joué à jauge réduite, il n'y a pas si longtemps, avant le confinement, je jouais dans des salles à jauge réduite, les gens étaient assis, ils étaient masqués. Moi, batteur, j'ai pas, comme on m'écoute que jouer de la batterie, mais j'avais mon masque avec moi, j'ai toujours un gel sur moi. Bien sûr. Et puis vous savez, les libraires, les disquaires et tous ces gens-là, tous les petits, c'est aussi des artisans et ils ont souvent investi leur denier personnel. Il faut arrêter, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que il y a un mouvement aujourd'hui d'écrivains et de lecteurs pour les libraires, pour la réouverture des libraires, et il faudrait qu'il y ait, je suis tout à fait d'accord avec vous, Hakim, un mouvement aussi pour la réouverture d'un certain nombre de salles et d'endroits avec toutes les précautions, mais on peut les prendre. Et j'ai joué en EHPAD, André. J'ai joué en EHPAD. J'ai joué chez des vieux. Je veux dire, faut arrêter. Ça leur a ramené le soleil. Moi, ils m'ont fait tellement plaisir. Je les ai plus, moi, mes parents. Mais de voir ces personnes âgées qui étaient heureuses d'entendre un peu de musique. J'ai joué des répertoires qu'elles connaissent, quoi. Donc, quand vous avez des malades d'Alzheimer devant vous qui chantent les chansons que vous jouez. Moi, je vous dis, je suis reparti. J'avais les larmes aux yeux. Je suis ultra sensible en plus. Alors, je vous dis vraiment. Vraiment. Je comprends. Merci Hakim, et je vais vous dire, si demain sort une pétition, etc. là-dessus, on la transmettra, n'hésitez pas. Merci beaucoup en tout cas Hakim pour ce témoignage poignant, et on va donner tout de suite la parole à Cédric qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Cédric. Oui, bonjour Cédric. Bonjour à vous tous. Moi je voulais revenir un petit peu sur la dépense et de ces dettes que l'on a dans l'État qui datent depuis des dizaines d'années. 1974, oui. Voilà, oui. J'étais pas sûr de, mais bon, c'est vrai, c'est 74. Ce que je voudrais, c'est que c'est bien parce qu'on fait des débats, mais ce qu'il faudrait, c'est que les débats en fait puissent aboutir. Déjà, première chose, on parle ici sur l'antenne, il faudrait vraiment que ça change parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations. Moi, j'ai un département qui est à côté de chez moi qui est l'Aude, et en fait, il y a des choses qui se construisent, qui ne se terminent pas. On a 3,5 km de route qui a été construite, et en fait, il n'y a plus le budget, mais ils ont arrêté. Et en France, il y en a des milliers de choses comme ça. Pourquoi dans ces cas-là, en fait, on taxerait pas les ministres, on taxerait pas ces hauts de ce monde
qui en fait font des choses ou font faire des choses qui finalement en fait n'aboutissent pas parce qu'en fait c'était un monsieur de droite qui a voulu le faire et puis finalement on a décidé de le faire à gauche. Un autre maire arrive ou un autre préfet, etc. Il y a eu des problèmes comme ça à Montpellier notamment pendant des dizaines d'années quand il y avait Georges Frêche. Un coup c'était Frêche, un coup c'était plus lui. Et bien en fait ils changeaient même les panneaux de côté. Les sens interdits qui étaient interdits, et ils pensaient de l'autre côté il n'était plus interdit. Et c'était la guéguerre comme ça. Mais c'est la France, c'est le problème. Je suis patriote, mais j'en ai les larmes aux yeux. Je suis las, je suis complètement dégoûté de voir qu'en fait eux se gardent les enveloppes. Ils ont toujours leur belle voiture, ils ont toujours ci, ils ont toujours ça. Mais c'est toujours à nous à faire les efforts. Pourquoi ils ne feraient pas d'efforts? Pourquoi pendant 3-4 mois, que ce soit le président, que ce soit une ceinture sur son salaire et qui disent moi je montre l'exemple, je fais pendant 3 mois, j'arrête mon salaire et je donne mon salaire aux restaurateurs, je donne mon salaire aux gens qui travaillent dans les discothèques ou qui ont travaillé dans les discothèques. Ça va faire presque 1 an qu'il n'y a plus de discothèques en France. C'est incroyable, ils ont tué un métier. Je suis heureux pour moi, j'ai arrêté depuis quelques années, mais je travaillais là-dedans avant, mais heureux pour moi, j'ai arrêté. C'était quoi cette histoire? On se retrouve avec des collègues qui vous appellent et qui vous disent mais il y a plus rien. Par contre on voit des mecs, je les ai vus l'autre jour, j'étais quand le président était à Bobigny, là il y en avait des flics, il y en avait du monde ils sont passés là et tout, ça coûte une fortune monstre pour aller d'un point à un point B avec un ministre ou un président. Et puis c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? On nous demande de faire des efforts, mais toi qui es en haut, qui es assis sur ton trône, fais des efforts et on fera des efforts pour toi. Voilà, moi c'est ce que je veux dire, moi. Ça me débecte, ça me met hors de moi. Eudes, c'est vrai que ce que dit notre ami Cédric, c'est quand même, non seulement c'est très fort, mais ça veut dire qu'on a l'impression effectivement que les efforts sont demandés toujours aux mêmes, ou presque, quoi, c'est ça. Complètement, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de responsabilité tout d'abord des élus, mais pas que. Alors c'est vrai que les élus, élus et des élites en fait. Exactement, et des élites complètement. Ouais. Et l'administration encore une fois en fait partie. Alors c'est vrai qu'on a besoin d'une administration, faut pas tirer à boulet rouge seulement dessus, mais à l'intérieur de ça on sait qu'il y a des abus quoi. Et globalement nous on a cherché chez Contribuables Associés, on s'est dit ça fait 46 ans qu'il y a des déficits, mais qui est responsable de ces déficits? Et évidemment que puisqu'on ne peut pas chercher la responsabilité d'un élu, d'un ministre ou d'un haut fonctionnaire, eh bien, c'est la mutualiser que personne ne se sent responsable. Je pense que c'est le drame de la bureaucratie française, de la technocratie française. Personne n'est responsable à la fin de la journée et que tout le monde se retranche derrière ce paravent de l'administration où tout est possible et puis finalement tout est excusé en permanence, sauf que c'est aux frais des contribuables et ça c'est insupportable aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a plus les moyens de ça. D'ailleurs dans un pays démocratique qui se veut être le pays des Lumières, qui donnons des leçons quand même à beaucoup de pays étrangers quand même, je veux dire... La France était le moteur de la construction européenne. Comment est-ce que nous, en France, on peut s'exonérer finalement de ces bilans-là et tout à fait. Mais c'est valable pour le public comme pour le privé. Moi, j'aurais aimé, par exemple, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pardon. Coluche disait qu'en fait, on payait cher les ministres et les présidents pour éviter qu'ils volent dans les caisses. Ils volent quand même dans les caisses, mais ils sont payés une fortune. C'est pas normal. On va où? C'est incroyable de voir les dépenses qu'il y a. Mais dans les départements, je suis allé l'autre jour aux impôts, il y a les gens, ils étaient entre 8h et 9h30, j'ai attendu plus d'1h30 pour être servi, ils buvaient le café, ils sont payés ces gens-là, c'est incroyable. Mais moi si je passe 1h30 à boire le café, mais je me fais lourder. Ils ont l'avantage d'avoir cette chance d'avoir un emploi qui est agréable, parce que c'est vrai que c'est pas non plus pesant, hein. mais je comprends pas qu'en fait ils fassent pas d'efforts. On s'entiche dans un esprit dans une zone de confort et on se lasse de ça. Faudrait qu'on prenne exemple on prend souvent exemple, j'ai entendu une dame qui disait ça tout à l'heure, on prend exemple souvent sur l'Allemagne, mais prenez exemple sur la Suède, sur la Norvège et tout ça, ces pays qui sont ultra carrés et qui font les choses mais vraiment carrés. J'en viens moi dans Suède, de Suède, j'y étais il y a 2 semaines pour aller faire des livraisons là-bas, mais c'est incroyable comme c'est propre, c'est carré, et les gens ont envie de bosser, c'est ça. Alors on se fout de la gueule des chevaliers du fait qui font feuille râteau, mais notre France c'est ça, notre France c'est feuille râteau.
C'est l'heure de l'apéro, à 10h du matin. Romain, c'est horrible. Oui, non, mais c'est vrai, apéro à 10h du matin. Maintenant, moi, je dirais que c'est valable pour moi. C'est vrai qu'on devrait, et d'ailleurs, ça revient. Qu'est-ce que c'est? On veut que les gens d'en haut donnent l'exemple. En fait, et c'est normal. C'est votre pétition, d'un côté. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je dirais que, parce que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus, vous avez vu qu'un certain nombre de milliardaires américains ont dit, nous, on va payer plus d'impôts, on est d'accord, ils étaient 50, 150, bon, ils ont de l'argent, on ne va pas les plaindre, c'est pas ça. Mais ils disaient, on est prêt à payer beaucoup plus d'impôts. Je remarque, par exemple, on l'aime, on l'aime pas, Donald Trump ne se fait pas payer un centime comme président des États-Unis. Il a refusé sa paye depuis le premier jour où il est arrivé. Est-ce qu'en France, il y a des patrons du privé qui ont eu un peu la même démarche, ou parce que c'est pas français, c'est pas dans la culture française? Parce que moi, je trouve que l'exemple devrait venir d'en haut à tous les niveaux, que ce soit le public, absolument, mais peut-être aussi, quelque part, le privé. Je crois que lors de la première vague, au mois de mars-avril, il y a des patrons qui ont effectivement donné une partie de leur salaire, qui l'ont réduit. Il y a des grands patrons, mais il y a aussi, je pense, beaucoup de patrons en PME qui, de toute façon, de facto, pour pouvoir continuer à payer leurs salariés, ont réduit leur salaire. Moi, j'en avais encore ce week-end avec qui je travaille de temps en temps, me disait que pour maintenir le salaire de ses salariés, il avait divisé son propre salaire par 2. Et donc, on n'en entend pas parler, personne les remarque, mais il faut le dire. Et donc, toutes les entreprises ne sont pas pareilles. Le problème quand même aussi de l'entreprise en France, c'est qu'il y a un niveau de charge social sur les salaires et patronal qui est exorbitant. Moi, j'ai travaillé quelques années en Angleterre. À l'époque, il était de 11%, quand en France, il est de 50%. Et donc, il est toujours de 50%. En France, il est toujours de 50%. En Angleterre, il est monté depuis. Mais à l'époque, quand on payait une heure de main-d'œuvre 10 €, salaire chargé, ça en faisait 11. En France, ça faisait 15. Donc 2 heures de main-d'œuvre en France, 30 €. 3 heures en Angleterre, 33 €. À 3 € près, on payait 1 heure de main-d'œuvre supplémentaire aux salariés. Donc le salarié, quand il a cet argent dans la poche à la fin de la journée, il le réinjecte dans l'économie. Bien sûr. Il a de la liberté parce qu'il va décider d'où est-ce qu'il l'injecte. Est-ce que c'est dans la santé? Est-ce que c'est dans la culture, etc. C'est lui qui fait des choix. Et donc du coup, on se retrouve dans un cercle vertueux, alors qu'en France, c'est tellement ponctionné en amont que finalement les entreprises payent moins bien et que chacun finalement essaye à la petite semaine de gratter par-ci, par-là, etc. Et que finalement au détriment des autres. Et c'est en ça que je pense que dans cette période de solidarité, il nous semblait que tout le monde devait faire un effort, y compris l'administration et la haute administration. Et allez touscontribuables.org pour effectivement cette pétition et tous les renseignements et les informations. Et vous continuez de nous appeler, hein. Vous êtes déjà très nombreux à appeler au 0826 300 300. On sent vraiment un certain énervement, on va dire, contre une forme d'oligarchie qui... Un énervement certain. Voilà, l'oligarchie qui devrait elle aussi participer à l'effort de guerre contre le Covid. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkov dans tous ses états avec son invité Aude Beffreton, hein, et on parle de la dette et ça vous fait beaucoup réagir. Vous êtes très nombreux à nous appeler au 0826 300 300. On va donner tout de suite la parole à Alain qui nous appelle de Sapalais. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour André, merci pour votre émission et pour votre intervenant qui gère parfaitement son dossier. Moi j'aurais 3 chiffres à donner, on parle d'économie à notre époque, oui. Mais 2 millions de fausses cartes vitales en circulation, 100 000 centenaires, 35 milliards, ça nous coûte 35 milliards par an, donc heureusement qu'on a de l'humour en France parce que c'est vrai que les carottes sont cuites, hein. Donc on pourrait vraiment faire des économies dans beaucoup de domaines, quoi. Si par exemple pour résoudre ce problème on embauchait 1000 contrôleurs à 2000 € par mois avec une majoration de 1,42 sur les charges sociales, ça nous coûterait 34 millions d'euros par an pour résoudre le problème. Il n'y a aucun gouvernement de gauche comme de droite qui serait prêt à faire ça. Il ne faut pas s'étonner pourquoi les Français n'ont plus confiance en personne. Parce que le problème, il est là. On vote pour des gens en disant ils sont compétents, ils vont résoudre des problèmes. 5 ans après, on a encore reculé, encore pire. Et c'est pour ça que les Français en ont marre.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais en plus, je vais vous dire, c'est 5 millions de cartes vitales employées faussement. Et selon les mots de Charles Prats, vous savez, le magistrat qui a enquêté là-dessus et que nous avons reçu, c'est presque 50 milliards d'euros, vous voyez. Et donc, ça va dans votre sens tout à fait. Non, mais vous voyez, moi je suis à la retraite, je suis un ancien directeur financier d'un groupe hôtelier à la retraite, un groupe international. Mais il faut savoir que, par exemple, M. Hollande, qui a passé le CICE, qui nous coûtait, je crois, aux alentours de 40 milliards. Les entrepreneurs avaient la possibilité de le gérer comme ils voulaient, alors qu'à l'origine, c'était fait pour réinvestir au niveau des salaires, pour pouvoir refaire partir l'économie. Alors moi, je peux vous dire que dans la société où j'étais, ils touchaient pratiquement 500 000 euros par an, et ça leur servait uniquement à régler leur TVA, vous imaginez? Attention à vous. Attention à votre écho, pardon. Oui. S'ils avaient mis cet argent dans l'économie, dans les augmentations de salaire, eh bien les gens avaient beaucoup plus d'argent, pouvaient beaucoup plus refaire partir l'économie. Alors évidemment, à petite... à petit pas, comme on dit. À petit pas, mais voilà, mais il y a plein de... Si on veut vraiment faire des économies, je vais vous dire franchement, André, on trouverait où les faire. C'est la volonté. Maintenant, on n'attend plus des paroles, on veut des gens qui agissent. Bien sûr. Eudes Beaufreton, par rapport à ce que dit Charles, il y a aussi ce problème-là de l'hierarchie des priorités, quoi. Il parlait du CICE et il parlait effectivement de cette espèce de méfiance, parce que là où c'est instauré, quand il parle des cartes vitales, quand il parle en fait, ce qui est là, et on constate, c'est que les gens n'ont plus confiance. Que ce soit à gauche, droite, etc., ils n'ont plus confiance parce qu'on leur a raconté trop d'histoires. Comment peut-on combler ça? Parce que ne peut pas continuer en ayant, disons, un divorce pratiquement entre des Français qui regardent les autres en face et qui disent « je peux rien faire, mais je ne vous crois plus ». Je crois que malheureusement, le jeu politique consiste à se construire sur les oppositions. Et je crois que c'est un peu le drame de la France et peut-être des pays du Sud en général, c'est d'être sur cette espèce d'opposition entre les uns et les autres. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une France qui paye, il y a une France qui touche, grosso modo, et fait de manière un peu subtile, de manière démagogique d'un point de vue politique, parce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas plus de rébellion, etc. Mais parce qu'aussi, chacun a son petit avantage, quoi, et une allocation par-ci, etc. Exactement, ce qui est une manière finalement de faire retomber la pression gentiment, et que les gens se disent que ce serait pire si on remettait en question le système de ne pas l'avoir que de l'avoir, et donc les gens se taisent un peu et deviennent complices. Tout le monde devient un petit peu complice, alors que si on était dans un pays, me semble-t-il, d'un point de vue démocratique plus mature, et je ne suis pas sûr qu'on soit si mature que ça, on est en fait un peu vieux, je crois, dans la manière de pratiquer les institutions et la politique. Et bien effectivement, encore une fois, on en reviendrait à la notion de responsabilité, et je crois que l'administration est sans toujours pointer ce qui ne va pas, parce qu'il y a des choses qui vont bien quand même dans l'administration. Mais sur cette histoire des retraites, par exemple, nous, Contribuables Associés, on avait mené une action parce qu'on s'était rendu compte, effectivement, suite à un rapport de la Cour des comptes, qu'il y avait plus de 100 000 centenaires qui avaient parfois 120, 130 ans dans des pays du Sud, principalement. Donc, on avait l'Algérie, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, etc. Alors qu'on a 3 000 centenaires, il y en avait 100 000. Exactement, quoi. Et que cette fraude aux retraites représentait 200 millions d'euros par an. 200 millions d'euros par an sur 5 ans, ça fait déjà 1 milliard d'euros, quoi. Donc c'est pas une goutte d'eau en réalité. Et on avait écrit à la ministre de l'époque pour s'étonner qu'il y a un moment donné, la Cour des comptes émet un rapport, donc tout le monde est au courant, et rien ne se passe. Et quand on a écrit en disant, nous on représente 350 000 membres, une partie de l'opinion publique, vous devez, ne serait-ce que pour les cotisants, mener toute la lutte possible contre cette fraude. Et on a reçu un courrier où on s'est fait balayer d'un revers de main, même pas de la ministre, de sa chef de cabinet. Disant quoi? Qu'elle avait bien pris acte du courrier, qu'elle n'avait pas le temps de nous recevoir, quoi. Et c'est le moment où il y avait l'augmentation de la CSG sur les retraites, et on a écrit à ce moment-là à Édouard Philippe, qui je pense s'est dit d'un point de vue politique, c'est quand même dangereux de justifier auprès des retraités qu'on va augmenter la CSG, et de l'autre côté laisser filer le montant de fraude aux retraites pour 200 millions d'euros par an. Et effectivement, il a pris le temps de nous répondre. Je pense qu'il a mis en œuvre, ou on verra, on n'a pas encore pu vérifier s'il n'y a pas assez de temps qui s'est écoulé pour voir si, en tout cas, il y avait eu le début d'une volonté politique, effectivement, de faire la chasse à ce genre de fraude
fraude. Mais le premier réflexe de la ministre de la solidarité des retraites, ça a été de nous balayer d'un revers de main, comme si 200 millions, c'était pas un sujet. On fraude des gens qui cotisent. Les Français cotisent pour ça. Ça n'est pas possible. En fait, tant qu'on dira, et vous savez, et dans beaucoup de domaines, encore une fois, circuler et rien à voir, c'est ça le problème. C'est qu'en général, et encore une fois, on ne va pas évidemment jeter le bébé avec l'eau du bain. Beaucoup d'administrateurs font très bien leur boulot, beaucoup de gens font très bien leur boulot. On ne va pas généraliser. Mais il y a quand même des choses, et on sent que dès que ça dérange un peu, dès que ça sort des sentiers battus et des chemins balisés, eh ben on n'en parle pas. Voilà. Tout à fait, et d'autant plus que j'imagine que quand on est dans une administration et qu'on voit passer ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ça va rien changer à la fin de la journée. Donc oui, je pense que de temps en temps, il y a un peu de volonté, mais face à ça, il faut en réalité beaucoup de volonté. Et puis, je suis désolé de le dire, mais le système social, ça ne permet pas seulement d'aider des gens, ça permet aussi d'acheter la paix sociale. Et je pense qu'on a beaucoup d'élus depuis des dizaines d'années, presque 40 ans en réalité, qui achètent d'une manière ou d'une autre la paix sociale, ce qui permet de faire des... Tout à fait. Mais il ne faut pas que ça devienne la paix des cimetières. Exactement. Voilà. Allez, merci beaucoup Aude Beaufreton, merci beaucoup André Berkoff. Je rappelle votre appel à la solidarité des hauts fonctionnaires à hauteur de 16%, et c'est à retrouver sur touscontribuables.org. Allez, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye et Didier Pleu, le couple et la frustration sexuelle. Allez, à tout de suite.